agréable de travailler. Une personne qui, je vous dirais, a dans un premier temps fait un large tour de tous nos partenaires, accepte toute demande de rencontre, peu importe le temps qu'il est obligé de lui consacrer, même les fins de semaine, beaucoup de temps sont mis par cette personne-là pour justement être capable d'établir ou bien de positionner, je vous dirais, les besoins et les attentes des producteurs et des productrices. Et j'ai observé durant ces 2 années-là une très grande capacité de la personne déjà de trouver à ces premiers contacts-là où est-ce qu'on peut en arriver à faire des consensus. Je vous dirais que ce qui est très plaisant avec Marcel, vous savez, dans l'organisation, c'est un travail d'équipe. On est 3 dirigeants, il y a des partages de dossiers. Et c'est l'appui et la confiance qu'il accorde à ses vice-présidents dans le partage ou la part ou la responsabilité qu'on a amené à bon terme ces dossiers-là. Ce que je vous dirais aussi qui est très grandement apprécié, c'est la capacité de détendre le climat. Vous savez, des fois, entre nous autres, les producteurs, on a le don de prendre des positions, de se camper, des fois, d'une façon assez dure. Marcel a une très grande capacité de détendre le climat. Et ça l'aide énormément, je vous dirais, dans l'approche, puis de trouver, quand on recherche pour trouver des consensus. Je vous dirais aussi la grande capacité de Marcel de prendre des positions dans des dossiers qui sont délicats. Je vais vous donner 2 exemples. Au niveau de l'assurance-emploi, au niveau du colloque sur les OGM. Bien des gens auraient eu peur de se mêler de ce dossier-là, de ces dossiers-là. Et Marcel l'a fait avec enthousiasme. Et quand on regarde, après un certain temps, les prises de position qui ont été prises ou la façon que les dossiers ont été emmenés, l'organisation en sort grandie et gagnante par rapport à notre image, par rapport à nos besoins comme producteurs et productrices et par rapport à notre image comme organisation au niveau du public. Je vous dirais en même temps son acharnement à défendre des dossiers. Vous savez, dans les coupures au niveau de la gris-stabilité, la réaction des producteurs et des productrices au printemps a été assez décevante pour des groupes. Mais je pense que Marcel, pas rien que je pense, parce que les résultats ont été livrés la semaine passée, sa détermination à faire en sorte qu'on soit capable de livrer un ponceau. Ça prenait une détermination, une volonté d'arriver à ces points-là. Et ce que je voulais vous démontrer, c'est que Marcel a cette détermination-là et cette volonté. Il y a un autre dossier aussi que je pourrais vous exprimer par sa volonté, sa détermination, c'est le dossier des producteurs forestiers. Vous savez, c'est fait partie de la grande famille, les producteurs forestiers. Il y avait un dossier qui traînait depuis longtemps au niveau de la taxation. Et la détermination de Marcel a fait en sorte qu'on n'a pas su profiter de l'occasion d'un forum pour faire la pression nécessaire pour qu'il y ait des engagements qui répondent aux attentes de nos producteurs. Je vous dirais, dans les prochaines minutes, Marcel va sûrement nous partager le bilan des réalisations de la dernière année et en même temps nous donner un petit aperçu de l'avenir. J'en profiterai, parce que je suis le premier à parler suite à, dans le fond, ce que c'est qu'André nous a présenté suite à la commission électorale. Féliciter Marcel pour sa réélection, son nouveau mandat qui lui a été confié pour les 2 prochaines années. Et ça va être un très grand plaisir, je pense, pour l'ensemble des producteurs et des productrices agricoles du Québec, de travailler en arrière de Marcel pour les 2 prochaines années. Marcel, je t'invite à venir prendre la parole. Merci. Merci, Pierre. Et j'aurai quelques mots également pour remercier mes 2 partenaires, mes 2 collègues avec qui on a partagé le travail un peu plus tard.
Merci pour ces bons mots-là. S'il y a quelqu'un qui a un bon mot pour me détendre, là, ça serait le temps, là, tu sais, ça serait... Vous savez, c'est toujours un plaisir, mais en même temps, une responsabilité de s'adresser devant un congrès comme celui-ci. Comme Pierre l'a dit, de dresser un peu le bilan de la dernière année, puis de voir où est-ce qu'on s'en va comme organisation avec ce qu'on a obtenu, mais avec ce qui manque pour compléter le coffre à outils qui est nécessaire pour qu'on continue de développer le secteur agroalimentaire. L'Union travaille en partenariat avec plusieurs organisations, puis j'aimerais prendre quelques minutes tout de suite en partant pour les saluer de leur présence au Congrès. Je pense notamment au monde coopératif québécois, agricole québécois, qui sont des organisations à peu près de l'âge et même, si je pense à la Fédérée, un peu plus âgée que l'UPA, qui ont accompagné le développement du secteur agroalimentaire aussi. Donc, je vous salue. Également, les gens du MAPAC, avec qui on travaille presque quotidiennement. Je vous salue également, et aussi la Financière agricole, qui est devenue un partenaire du monde agroalimentaire québécois vraiment important. Et la relation qu'on a avec eux nous permet vraiment de développer des solutions. Puis la dernière proposition qu'on a eue du ministre cette semaine concernant AgriStabilité en est un bel exemple. Donc, à vous tous, merci de votre présence. Je tiendrai aussi à dire bonjour aux producteurs qui peut-être assistent au Congrès en tant que producteurs et naturellement à vous tous, délégués, qui représentez chacune de vos spécialités ou régions et aussi, par le fait même, vos producteurs. On a aussi dans la salle cette année le plaisir de recevoir des stagiaires africains, comme à chaque année. Ils viennent pendant cette période-là, ça leur permet d'assister à nos instances. Cette fois-ci, c'est l'Estrie qui les a accueillis. Donc, il y a 4 personnes du Sénégal, 3 hommes et une femme, et 3 du Burkina Faso. Je ne sais pas si vous êtes derrière, alors considérez-vous salués. Bonjour, je pense que... Alors, Diane Lacroix m'a donné 2 petites anecdotes qui sont survenues cette année. Kouiri Cissé, donc il y a un des stagiaires. Kouiri a 13 enfants, puis il était logé chez Alain et Pauline Bouffard, qui eux ont 12 enfants. Alors, on parlait d'agriculture familiale ce matin. La seule distinction, c'est que Kouiri a 3 épouses. Alors, semble-t-il que l'Estrie a fait parvenir une note à M. Drainville sur la Charte des valeurs pour voir si on ne pourrait pas inclure ça quelque part, là, je ne sais pas. Et il y en a un autre qui a été reçu par M. Bourassa, notre président de la Fédération de l'Estrie. Le stagiaire a fait exactement tout ce que François faisait, même au quilles. François envoyait la balle dans le dallo, il faisait la même chose. Alors vraiment... Mais c'est bien agréable de vous recevoir parmi nous, puis que vous puissiez partager la vie syndicale de l'Union des producteurs agricoles. Alors oui, c'est un nouveau mandat qui commence après 2 années où je suis très, très occupé. On a eu plusieurs dossiers qu'on a menés de façon, je pense, de belle façon. Certains, naturellement, ont eu plus de succès que d'autres, mais de façon générale, je pense qu'on a connu quand même 2 années intéressantes au niveau du secteur agroalimentaire. Je ferai peut-être un bilan un peu moins, disons, reluisant pour le secteur des viandes. Ça a été mentionné tout à l'heure lorsque David est venu chercher le prix pour la Fédération des producteurs de porc. Naturellement, ce secteur-là, le secteur des viandes, a connu plutôt des années, les 2 dernières années, peut-être un peu plus stables que les 2 précédentes, mais il reste que ça c'est quand même demeuré pour eux des années difficiles. On a connu dans la dernière année un événement, à mon avis, qui va marquer le monde agroalimentaire québécois, c'est la présentation, c'est l'adoption par le gouvernement d'une politique de souveraineté alimentaire. Je pense que ça va sûrement marquer un point tournant dans l'histoire du Québec, l'adoption de cette politique-là, parce que c'est une première pour un gouvernement, à ma connaissance, nord-américain ou américain,
de situer de façon aussi claire ses intentions par rapport au secteur agricole et alimentaire, en adoptant une politique gouvernementale de souveraineté alimentaire. Cette politique-là nous interpelle tous à faire notre effort pour nourrir les Québécois à partir de notre agriculture, de notre transformation agroalimentaire, à faire fructifier notre économie régionale et provinciale. Cette politique-là, pour moi en tout cas, je la conçois comme une opportunité en même temps qu'un défi. Il y a des défis pour les producteurs agricoles à travers cette politique-là et il y a des opportunités. Et il y a aussi, je pense, pour les citoyens du Québec, à travers cette politique-là, une occasion de renouer avec le secteur agroalimentaire québécois. Et la plus belle façon de le faire, c'est de consommer nos produits puis de faire développer ce secteur-là. Je vais revenir avec des chiffres. C'est toujours impressionnant quand même. Parce que l'agriculture, ce n'est pas uniquement la nourriture maintenant. On a dit, on avait un slogan, pas de nourriture sans agriculture, ça reste vrai. Mais l'agriculture, c'est aussi tout le volet ornemental. J'ai participé cette année à l'exposition de la FIOC, la Fédération d'horticulture, au niveau de l'horticulture ornementale. C'était vraiment, à la place Bonaventure, vraiment impressionnant ce que j'ai vu là. C'est un des volets de l'agriculture. L'agriculture, c'est aussi, on l'oublie, mais le vêtement. Cette année, l'agricultrice de passion, Sarah Patnaud, a gagné. Elle produit des vêtements à partir de la laine de l'élevage de ses chèvres, je crois. Je ne veux pas faire d'erreur. Je m'excuse si c'est... Mais d'alpaga ou chèvre, en tout cas, de toute façon, c'est des vêtements et c'est merveilleux ce qu'elle produit. Puis c'est une femme qui travaillait chez Bombardier, qui a décidé de dédier sa vie à une nouvelle passion, l'agriculture. Et vous savez pourquoi elle l'a fait? Elle l'a fait parce qu'elle pouvait à la fois pratiquer un métier qu'elle aimait, tout en ayant sa famille avec elle. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'agriculture familiale, la ferme familiale, même si on est en 2013, c'est tout à fait de mise. L'agriculture, c'est aussi la forêt, une ressource renouvelable qui a été au cœur du développement du Québec, puis qui est encore un des potentiels énormes que le Québec détient pour se développer dans toutes les régions. Et tout ça, tout ce que je vous ai parlé, puis là, je pourrais parler de l'aquaculture. M. Roy me regarde, puis je ne sais pas, M. Roy, il y a eu une communication directe. L'aquaculture qui est pratiquée aussi ici, puis qui apporte un autre produit qui est produit à partir de nos ressources. Mais tout ça, ça se pratique dans un environnement renouvelable. Nous, on n'épuise pas la ressource, on l'utilise. C'est très différent de beaucoup d'autres secteurs. L'agriculture n'épuise pas les ressources, elle les utilise. Et ça, je pense que c'est important de le répéter, ce message-là. L'agriculture au Québec, c'est plus important que l'aérospatiale, mais on ne développe pas des Boeing, des nouveaux Boeing. Ça fait moins la page des affaires, la couverture du cahier affaires. C'est plus important que les arts et spectacles. C'est plus important que le marché immobilier ou le pharmaceutique. En fait, l'agriculture, si on prend les chiffres de 2012, c'est 8,4 milliards de ventes à la ferme. C'est 346 millions de plus qu'en 2011, donc on est en progression. C'est 180 000 emplois maintenant, les derniers chiffres. Et au Québec, les revenus nets sont de 1,3 milliard de dollars, en croissance de 173 millions. Donc, c'est un secteur qui génère des bénéfices. Individuellement, sur chacun de nos fermes, c'est peut-être pas toujours cette réalité-là à chaque année, mais globalement, encore une fois, pour l'économie du Québec, c'est important. Si on se compare à l'Ontario, pour des ventes de 12,3 milliards de dollars, a généré des revenus nets de 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est dire que même si nos ventes brutes sont les 2/3 des ventes de l'Ontario, nos revenus nets sont supérieurs en proportion de beaucoup
à ce que l'Ontario génère. Et ça, ce n'est pas étranger, je pense, à notre mise en marché collective, aux outils qu'on s'est donnés, à une meilleure utilisation de nos ressources et de nos outils. Peut-être un fait aussi qui est quand même particulier, 70 de notre production agricole est transformée au Québec, donc les emplois sont plus importants naturellement. Et l'autre chose, nos principaux transformateurs sont québécois. Ce ne sont pas des multinationales étrangères, les principaux. Ce sont des Québécois, leurs maisons, leur chiffre d'affaires, leurs maisons, leurs bureaux, ils sont ici, leurs sièges sociaux sont ici. C'est des gens qui sont ancrés ici. Et ça aussi, c'est une force lorsqu'on se compare à d'autres secteurs agricoles dans d'autres provinces. Donc, oui, un secteur agricole qu'il faut reconnaître pour sa performance. En 2013, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une politique de souveraineté alimentaire qui, à mon avis, je le mentionne, est un tournant au niveau de la société. Pour moi, la souveraineté alimentaire, ça a souvent... Bon, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un peu confus. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté alimentaire? Pourquoi une politique de souveraineté alimentaire? Pour moi, une politique de souveraineté alimentaire, c'est d'abord une politique sociale. Parce que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas uniquement la production agricole, ce n'est pas uniquement la transformation, ce n'est pas uniquement la consommation. La souveraineté alimentaire, c'est la chaîne alimentaire. C'est une politique qui cible la chaîne alimentaire. Donc, production dans le développement durable, une transformation en fonction pour mettre en valeur ces produits-là, et un consommateur qui a des attentes, à qui on doit répondre, qui a des préoccupations, mais qui a son mot à dire. Une politique de souveraineté alimentaire, c'est une politique sociale. C'est pour ça que c'est une politique gouvernementale. C'est une politique économique. Vous avez vu avec les chiffres que je vous ai mentionnés, c'est une politique économique, une politique de souveraineté alimentaire. Et c'est une politique environnementale qui nous interpelle tout au long de la filière, mais qui interpelle aussi les consommateurs à faire des choix environnementaux. Faire un choix environnemental, c'est acheter le produit local. Faire un choix environnemental, c'est s'approvisionner chez nous d'abord. Pour moi, c'est ça le message derrière une politique de souveraineté alimentaire. Donc, la souveraineté alimentaire, c'est nourrir nos gens à partir de notre agriculture, c'est nourrir nos gens avec des produits de qualité, bien identifiés, faciles d'accès et disponibles. C'est ça une politique de souveraineté alimentaire. On a une table des partenaires québécois qui a été mise en place suite à cette politique-là. Et cette table-là doit donner des moyens ou aider le ministre et le gouvernement à mettre en place et à donner des outils et à élaborer la politique. On s'est rencontrés à quelques reprises déjà, à 2 reprises en fait. Et la première fois, c'est sûr que c'était pour faire connaissance un peu. La deuxième fois, là, on a commencé à parler un peu plus des vrais dossiers. On a commencé à aborder les vrais enjeux. La politique repose sur 4 piliers. Le premier pilier étant le produit agricole et alimentaire. Il est évident que, et ça fait longtemps que nous, on le dit, que nos producteurs le disent, que nos distributeurs en parlent, l'accès au marché, l'accès, dans le jargon, aux tablettes, reste la priorité numéro 1 à adresser dans cette politique-là. La compétitivité du secteur de la distribution ne doit pas être un frein à la disponibilité des produits québécois dans les tablettes de nos épiceries. La politique nous appelle à s'assurer que ce ne soit pas le cas. Moi, sous des prétextes de compétitivité, je n'accepte pas, pour prendre un exemple que le ministre lui-même a utilisé lors de la dernière rencontre, je n'accepte pas qu'une boulangerie en Abitibi-Témiscamingue ait à peu près 2,5 pieds de tablettes
dans l'épicerie parce qu'à côté, il n'y a pas de place. Il faudrait que le gars soit là pour mettre du pain à chaque fois qu'il y a un consommateur qui en prend un. Il sera aussi bien de rester dans le cours et de les vendre. Mais c'est ça la réalité. Est-ce qu'on peut, pour les distributeurs locaux, avoir de l'espace dans les épiceries? 80% et plus des achats alimentaires se font encore dans les grandes surfaces. C'est important, ce volet-là. Si on veut augmenter, on estime qu'il y a environ 33% de notre agriculture qui finit dans l'assiette de nos consommateurs. À chaque fois qu'on augmente d'1 point ce 33 %-là, c'est 75 millions de plus de ventes à la ferme et autant de transformations agricoles à travers les régions du Québec. C'est 150 millions de plus, si ça se rend jusque dans l'assiette des consommateurs. Je n'ai pas calculé la distribution ici. C'est essentiel de trouver des solutions à cette problématique-là. Le ministre semble déterminé, il l'a dit encore, il avait dit au début du lancement de la politique que s'il n'y avait pas des gestes qui étaient concrets, que lui allait trouver des façons ou même peut-être intervenir. Moi, je propose, puis je l'ai proposé dès le lancement de la politique, que nos principaux distributeurs se dotent d'une politique transparente de développement des marchés québécois, avec des cibles mesurables. Puis c'est peut-être nous aussi qui avons des choses à améliorer dans la façon dont on offre nos produits. Mais il faut le savoir pour ça. Et l'autre élément de cette politique-là, c'est avoir des relations d'affaires qui ne sont pas des relations de peur ou de menace ou d'être exclu du marché si on ne répond pas à telle ou telle caractéristique. Que ce soit les maraîchers ou les autres, on entend ces difficultés-là, de négocier d'égal à égal dans ces chaînes de distribution-là. Donc, je pense qu'il y a là un travail important à faire, et ça demeure une priorité pour la prochaine année. L'accès au marché institutionnel également. Le ministre aussi a dit qu'il allait annoncer des choses bientôt là-dessus, donc ça demeure un point. L'autre élément d'une politique de souveraineté alimentaire, si on veut développer le produit québécois, le rendre disponible, c'est toute la disponibilité au niveau des outils de transformation en région pour les marchés de proximité. Les petits abattoirs sont très fragiles actuellement et ils sont... leur survie ou leur existence est périlleuse parce que les règlements sont importants, les coûts sont élevés. Il faut se doter d'outils régionaux pour soutenir la transformation de proximité. Il y a plusieurs petites productions actuellement qui ont de la misère à se faire une place sur les marchés par rapport à la disponibilité de ces outils-là. Pour moi aussi, le produit agricole, c'est de répondre à l'attente et à la demande des consommateurs. Les consommateurs, moi, je n'ai pas à juger si ce qu'ils veulent est bon ou pas. On a à l'offrir. C'est comme ça que j'avais abordé, lorsque j'étais à la Fédération des producteurs de lait, la question des produits bio. Ce n'est pas une question, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est mieux ou quoi que ce soit. Non. Il y a une demande. Il y a un marché. Il faut répondre à ce marché-là. Et pour moi, une politique de souveraineté alimentaire, il faut adresser la question du marché biologique. Il faut se donner des outils puis des moyens de le développer. Le marché de proximité, par les marchés publics. On a une association des marchés publics, mais vous savez que les marchés publics, c'est pas riche, ça non plus. C'est pas facile. Donc, soutenir l'association des marchés publics. Et le marché dit plus de masse, celui qu'on approvisionne par la grande distribution. Alors, pour moi, le premier P de la politique, celui du produit alimentaire, c'est par cette approche-là qu'on va arriver à continuer de progresser. Le deuxième point dans la politique, c'est celui du patrimoine. Les terres agricoles, entre autres, qui sont notre patrimoine pour produire. On a une loi de protection des terres agricoles depuis la fin des années 80. Cette loi-là a subi quelques modifications. Notamment, on y a ajouté la protection des activités agricoles.
Lorsque le ministre nous a abordés sur la question de la loi et de sa modernisation, nous, on a été très prudents, mais la première condition qu'on a posée, c'est celle de la protection des activités agricoles. Avoir une loi qui protège vraiment les activités agricoles. On a de plus en plus de producteurs qui sont sous pression, voire même font face à suite aux plaintes, font face à des réglementations municipales pour changer leurs pratiques, pour modifier leurs pratiques, même si ces pratiques-là sont légitimes dans le cadre d'une exploitation normale d'une entreprise agricole. Donc, c'est sûr que si on protège le territoire, c'est bien, mais si on n'assure pas la protection des activités agricoles, on ne permettra pas le développement de notre agriculture. Et ça fait en sorte que les producteurs sont de plus en plus réticents à voir s'installer autour de chez eux des voisins dans ces conditions-là. Il faut donner à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles des moyens de véritablement protéger les activités agricoles. On a eu, pendant toute l'année aussi, suite au projet de SADAC, on a eu quand même plusieurs consultations dans plusieurs régions, puis il y a une résolution qui va être dans le cahier des résolutions concernant la SADAC et ses suites. Nous, on avait 3 objectifs avec un projet tel la SADAC. Premièrement, on va clarifier une chose tout de suite. Une SADAC, ce n'est pas les SAFER en France. C'est très différent, c'est autre chose. Si on ne veut pas dénaturer le débat, il faut partir sur des bases claires. La SADAC, ce n'est pas les SAFER en France. On avait 3 objectifs, nous, avec la SADAC. C'est l'accès aux terres agricoles pour la relève. Premier objectif. Avec l'augmentation du prix des terres, avec l'accès au financement qui est plus difficile selon les projets agricoles qu'on a, même les projets de transférabilité intergénérationnelle, l'accès à la relève, pour nous, priorité numéro 1. Deuxième, la consolidation des fermes existantes. Priorité par rapport à quelqu'un qui veut acquérir une terre parce qu'il est intéressé par la spéculation financière. Deuxième priorité, consolider les entreprises existantes. Et le troisième objectif qu'on avait, puis je pense qu'il est encore légitime, c'est limiter la spéculation financière. Ici, je choisis mes mots, je parle de spéculation financière. Il y a de la spéculation sur les terres agricoles qui n'est pas nécessairement une spéculation financière, qui a toujours été là. L'augmentation de la productivité dans les céréales, des nouveaux cultivars, les prix quelquefois intéressants pour certaines céréales ou dans certains secteurs font en sorte que oui, je suis prêt à payer plus cette année que l'année passée pour une terre. Oui, il y a une spéculation que j'appellerais, disons, peut-être pas le bon terme, mais agroéconomique ou agronomique. Il y a une spéculation aussi qui, elle est financière. Les terres sont maintenant considérées comme une valeur refuge pour des investisseurs qui n'ont pas comme priorité la production agricole. Donc, moi, l'objectif que j'ai, c'est d'exclure cette spéculation-là financière des transactions sur les terres agricoles. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas un producteur ici qui va me dire qu'on est dans le champ avec ces 3 objectifs-là. Donc, est-ce que c'est une SADAC comme on a discuté jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est par des pouvoirs accrus à la loi de la protection du territoire agricole? De quelle façon est-ce qu'on peut y arriver? Moi, je suis ouvert aux solutions, aux différentes options. Mais il reste que les 3 objectifs qui sont là sont incontournables à adresser si on veut assurer la pérennité des entreprises ou de l'agriculture familiale telle qu'on la connaît. Le prix des terres a augmenté de 34 % en 2012 et sur 2 ans, on parle de 50 %. Alors, c'est dans certaines régions, ça c'est en moyenne, là. C'est sûr que
planifier un projet de transfert dans des conditions comme celle-là, c'est extrêmement difficile. Et l'autre objectif qu'on avait avec une SADAC, c'était là où il y a moins d'intérêt pour l'achat de terre, l'acquisition de terre, c'était de se donner des moyens régionalement pour investir sur ces terres-là et les rendre intéressantes pour les mettre en production. Alors, c'était ça. Je sais qu'il va y avoir des discussions, mais je tenais à réitérer nos positions sur ces enjeux-là. L'autre point qui nous concerne beaucoup au niveau des terres agricoles, c'est celui sur le morcellement des terres agricoles. Il y a, j'appelle ça une pensée magique, à l'effet que si on permet plus facilement le morcellement des terres agricoles, on va voir arriver une multitude de nouvelles entreprises agricoles. Moi, je continue de dire que c'est de l'ordre de la pensée magique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Premièrement, si on facilite le morcellement, ça risque de faire augmenter encore plus le prix des terres dans les régions où il y a déjà une forte pression, notamment autour des milieux urbains. C'est évident que ça va avoir un effet contraire à celui recherché. Si les prix des terres augmentent, ça ne favorise pas l'émergence de nouvelles entreprises. Le morcellement est déjà possible à travers la Commission de protection du territoire agricole lorsqu'on fait la démonstration que les projets agricoles sont viables. C'est peut-être difficile, peut-être que la grille d'évaluation ou de sélection de ces projets-là par la Commission est rigoureuse. Bon, est-ce qu'on peut revoir cette grille-là? Sans doute. Mais il reste que moi, j'interpelle et j'appelle à la prudence, et d'autant plus que Guylaine vous l'a dit ce matin, la terre déjà, les terres agricoles du Québec sont déjà très morcelées. Si je ne me trompe pas, c'est plus de 50% des superficies qui ont moins de 50 hectares déjà. Donc, la terre agricole au Québec est déjà très morcelée. Donc, et l'autre élément au niveau du patrimoine, puis que ça a à faire avec un programme du MAPAC, c'est celui du remboursement des taxes municipales, et foncières, pardon. C'est sûr que ce programme-là est très sollicité par les dernières années d'augmentation du prix des terres qu'on a connues. Lorsque ces nouveaux rôles d'évaluation-là vont entrer en force, on sait que le programme va continuer d'augmenter, puis qu'à un moment donné, le programme, il est prévu qu'il plafonne également. Il ne peut pas connaître une croissance de plus de 5 % par année. Donc, à partir de là, les remboursements vont être au prorata, parce qu'on va prorater chacun des comptes de taxes en fonction des argents qu'on dispose. Et on arrive à cette situation-là. Nous, on a demandé de pouvoir s'asseoir avec les unions municipales, le MAMRO et le MAPAC, pour discuter de l'avenir de ce programme-là. Actuellement, ce programme-là a servi, je pense, le milieu agricole. Aujourd'hui, la façon dont les sommes sont de plus en plus importantes sont dirigées vers les municipalités me questionne. On est passé, il y a quelques années, de 60 millions de dollars à 122 millions de dollars pour les mêmes superficies, parce qu'on n'a pas augmenté les superficies. Alors, c'est 60 millions de dollars de plus qui partent du ministère de l'Agriculture pour s'en aller dans les municipalités. Je suis d'accord qu'on a certains services de nos municipalités, mais je ne pense pas que par rapport aux services qu'on obtient, ce 60 millions de dollars-là est justifié. Donc, un gros questionnement sur les suites de ce programme-là. Je vais accélérer un petit peu. L'autre point, c'est le potentiel. Puis là, je sais que je vais sans doute intéresser beaucoup de monde parce que je vais parler de sécurité du revenu. Le potentiel agricole du Québec va se développer si on a, les producteurs, des systèmes de gestion des risques et de sécurité du revenu qui nous permettent, d'investir pour être capable de maintenir nos entreprises à un niveau technologique compétitif et de les maintenir à un niveau de productivité. Mon père disait « user le vieux gagné », ça peut être payant là, à court terme, mais ce n'est pas une solution pour le moyen et le long terme. Puis actuellement, dans la façon dont les régimes, je vais parler de l'ASRA, la façon dont l'ASRA est appliquée depuis 2009 avec les nouvelles façons d'établir les coûts de production, on n'aime pas parler de mesures de resserrement, mais il reste que
critères qu'on a ajoutés font en sorte que, inévitablement, ça a créé un resserrement important pour les productions dont les prix de marché étaient insuffisants. Et on le voit aujourd'hui, le réinvestissement dans ces secteurs-là n'est pas là, et là, on vit un peu sur le vieux gagné. Et ça, à moyen terme et à long terme, ce n'est pas productif. Donc, il faut assurer que ces régimes-là permettent aux producteurs de réinvestir au-delà d'assurer un revenu minimum. Ça, c'est la priorité, je pense, dans les prochains mois, prochaines années. Il faut aussi que ces régimes-là n'incitent pas ou ne soient pas la voie pour la contractualisation ou l'intégration. Il faut que ces régimes-là permettent aux producteurs de faire des choix. Moi, je n'ai rien contre la contractualisation ou l'intégration selon le niveau de contractualisation. Je vous le dis, je n'ai rien contre ça. En autant que ce soit un choix que le producteur fasse en connaissance de cause, en mesurant ses différentes options. Un choix entre continuer à progresser puis à développer mon entreprise ou m'associer pour continuer à développer mon entreprise à travers un contrat avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas de problème fondamental avec ça. Mais le mot clé dans ce message-là, c'est « choix ». Et demain, il y aura une résolution qui va nous permettre, puis un complément d'analyse d'Annie Royer qui va nous permettre d'approfondir cette question-là ensemble. Mais il reste qu'il faut que ça reste un choix. Ça remet aussi en question tout ça, sans remettre en question, ça questionne la façon dont les systèmes de sécurité du revenu fonctionnent selon la contractualisation ou sans contractualisation. Le ministre la pose, cette question-là. La société la pose, cette question-là. Puis, comme Pierre l'a dit, à un moment donné, je pense qu'il faut, nous autres aussi, avoir des réponses claires par rapport à ces questions-là. Donc, oui, dans la prochaine année, puis à partir de demain, avec le débat sur la résolution, il faudra travailler sur cette question-là, tout en travaillant sur les régimes de sécurité du revenu. On a les programmes agri-stabilité, agri-investissement. Ces programmes-là sont peut-être davantage adressés pour gérer le risque de chaque entreprise, mais ces programmes-là ont aussi leurs limites dans la façon actuelle dont ils sont appliqués lorsque les marchés restent bas sur de trop longues périodes, comme c'est le cas pour l'ASRA également. Est-ce qu'on peut se donner des mécanismes dans ces deux régimes de programmes-là qui fassent en sorte que si les marchés restent bas trop longtemps, bien qu'il y ait un minimum de sécurité pour les entreprises pour ne pas les laisser glisser dans une situation qui devient irréversible. Vous savez, dans le secteur des viandes, on a perdu 30 des entreprises porcines, bovines, ovines dans les premières années des changements des régimes ASRA. Bon. Pour certains, les volumes ont été préservés, mais il reste qu'on a quand même perdu des entreprises. Chaque fois qu'on perd une entreprise, c'est sûr que c'est un potentiel de développement qu'on perd. Donc, est-ce qu'on pourrait s'assurer que ces régimes-là interviennent lorsque les crises sont trop importantes pour ne pas que les entreprises glissent dans une situation qui devient irréversible? Parce que les entreprises familiales ont une résilience très grande. Donc, on va aller au maximum avant de dire « on ne peut plus ». Puis souvent, une fois qu'on est rendu là, c'est irréversible. Mais il faut pas... On a des régimes de sécurité du revenu parmi les meilleurs au Canada, mais il y a encore place à amélioration dans ces régimes-là pour pas que ces situations-là se produisent pour des entreprises qui sont efficaces et performantes. Parce que ce n'est pas ce qui est arrivé dans les dernières années. Et les mesures d'adaptation ne font pas non plus entièrement le travail. Une mesure d'adaptation devrait être là pour prévenir une situation, pour améliorer la situation. C'est une mesure d'adaptation. Ce n'est pas des mesures pour guérir
lorsque la situation s'est trop dégradée. Alors, il faut que les mesures d'adaptation, oui, c'est bon, mais ça ne peut pas compenser des mesures de sécurité du revenu. Et le dernier point que je ferai, c'est sur la gestion de l'offre. C'est sûr que la gestion de l'offre fonctionne bien. On a, contrôle des importations, c'est bien compris, gestion de la production, puis des prix à la ferme qui couvrent les coûts de production. Mais on ne peut pas se permettre d'échapper, petit morceau par petit morceau, des éléments de ces trois piliers-là de la gestion de l'offre. La dernière entente avec l'Europe, on a laissé aller une partie du marché canadien à travers des importations supplémentaires. Je suis d'accord lorsque le gouvernement canadien dit on n'a pas laissé aller le contrôle des importations. C'est vrai. Le contrôle des importations va se continuer. Mais il reste que ce 2 % du marché-là est irrécupérable. C'est une perte nette, irrécupérable et récurrente. Et ça, c'est très différent dans cette négociation-là de l'opportunité que les producteurs de porc et de bœuf, pour prendre juste eux, parce qu'on pourrait parler de toutes les autres, ont obtenu en Europe. En Europe, on n'a pas cédé 0,5 % du marché. On a consenti potentiellement un accès à ce marché-là. Mais il va falloir que nos producteurs, nos distributeurs, nos transformateurs le bataillent, ce marché-là. Il n'y a pas de tablettes qui se sont libérées en Europe là, pour ce marché-là. Il va falloir le gagner pouce par pouce. Oui, ça peut être bon, puis j'espère que ça va l'être, puis je le souhaite sincèrement. Mais la différence entre les deux traitements, c'est là qu'elle se situe à cause de la gestion de l'offre. Ici, on a libéré une partie de la tablette où on va le faire pour permettre aux fromages européens de se tailler une place sur le marché canadien. Alors, la mesure, elle est très différente. Et c'est pour ça que le niveau des importations qui a été consenti est questionnable, surtout dans un secteur qui était relativement petit si on prend le fromage de spécialité. Alors, le traitement dans cette négociation-là, lorsque je dis 2 poids, 2 mesures, c'est de ça que je veux dire. C'est bon pour nos producteurs qui vont pouvoir exporter, mais ce que le gouvernement canadien a consenti, à mon avis, est supérieur à ce qu'une négociation comme celle-là aurait dû donner. Si on avait parlé de 5, 6, 7 000 tonnes, puis si ça avait été ouvert sur l'ensemble des fromages, la situation aurait été très différente. Mais lorsqu'on va arriver avec 3 000 tonnes de fromage de spécialité dans un marché de 40 000 tonnes par année, je ne sais pas, là, mais il va falloir que quelqu'un se force pour en manger, là, parce que le marché québécois commence à être saturé un peu. On l'a vu, la croissance est beaucoup plus lente. Puis le marché canadien n'est pas encore développé dans l'Ouest. Fromage cheddar, puis le fromage cheddar jaune, c'est encore la cote. Là. Tu sais, ils ne sont pas tout à fait rendus au Monster ou au fromage de brebis. Là. Il y a encore une étape à franchir. Là. Alors, c'est sûr que pour accueillir 3 000 tonnes de plus par année, ça va avoir un impact sur le marché. Et l'autre question, c'est est-ce que la distribution va garder un espace viable pour le fromage québécois? Parce que je ne suis pas sûr, moi, que les tablettes où le fromage est présenté dans nos chaînes alimentaires va s'agrandir nécessairement. Ça veut dire que si on met plus de fromage importé, bien, on tasse des fromages québécois. C'est ça que ça veut dire. Donc, il faut être conscient que cette négociation-là, elle est dure à accepter pour les producteurs de lait et les fromagers du Québec. Puis c'est vrai aussi pour les producteurs de lait de chèvre et de brebis qui vont subir eux aussi les contre-coups de ces importations-là. C'est pour ça que les compensations qui ont été annoncées comme étant partie de l'entente et de l'engagement du gouvernement, bien, ces compensations-là doivent être livrées et elles doivent être livrées pour nous préparer à faire face
à ce nouveau compétiteur-là, à cette nouvelle compétition-là, et non pas à être livré si on constate des dommages. Donc, je pense que jeudi, M. Bernier va être ici. C'est certainement le message qui va lui être livré. Donc, au niveau, je ne reviendrai pas sur l'annonce du ministre d'hier. Le ministre va sans doute en profiter pour le faire. Mais il reste que c'est une annonce qui était quand même importante pour les secteurs hors ASRA parce qu'elle permet de maintenir une agri-stabilité qui va être, je pense, efficace, qui va pouvoir travailler, continuer d'intervenir, en même temps qu'on bonifie Agri-Québec à la demande des producteurs hors ASRA qui voulaient avoir des traitements comparables à celui qui est offert en Ontario. Alors, en résumé, pour la question du potentiel, c'est si on veut développer le potentiel agricole du Québec, ça nous prend des régimes de gestion des risques efficaces qui nous permettent d'investir, de nous maintenir technologiquement à niveau et qui vont rendre intéressante le transfert de ces entreprises-là à la relève, mais aussi dans toutes les régions du Québec. Parce que ce qu'on a constaté également, c'est que les régions du Québec ont souffert plus que le centre du Québec des resserrements que l'ASRA a subis dans les dernières années. Au niveau de la pérennité, développement durable, je vais y aller assez rapidement aussi. La question du développement durable, on est tous derrière le développement durable. On est tous d'accord avec ça. Il n'y a personne qui remet ça en question. Mais il reste que l'approche qu'a adoptée le ministère de l'Environnement depuis quelques années est questionnable. On a, malgré les efforts importants qu'on a faits, puis quand on compare les producteurs du Québec aux autres producteurs du Canada, vous savez qu'au Québec, 72 % des producteurs agricoles ont un plan de fertilisation, alors que dans le reste du Canada, c'est environ 23-24 %. On a progressé au Québec de façon vraiment importante par rapport au reste du Canada. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'est reconnu, cet effort-là, que chacun d'entre vous avait fait. Juste le point sur le REA et le gel des superficies en culture. Ça fait 10 ans qu'on a un moratoire sur le gel des superficies en culture. Ce moratoire-là, il est temps qu'il soit levé. Jean-Luc Leclerc le disait dans une de ses entrevues ce matin. Toute la zone, tous nos intervenants en zone agricole peuvent prendre de l'expansion sur la zone agricole, sauf les producteurs agricoles. On n'est même pas capable de mettre à l'équerre un morceau pour être capable de travailler puis d'avoir du plaisir à travailler sans subir ou être soumis, parce que les gens le font un peu en cachette quelquefois. Je me demande s'il n'y a pas du monde qui bûche un peu la nuit, en dehors de leurs rêves. Mais il reste qu'il y a un problème, là. Il faut lever ce moratoire-là. Il y a 10 ans, oui, il y avait des régions qui étaient en surplus. La situation s'est nettement améliorée. Ce moratoire-là n'a plus sa raison d'être de façon aussi intégrale et systématique qu'il est appliqué actuellement. Donc, ça, c'est un message qu'on a clairement envoyé à tous les ministres qu'on a rencontrés cet automne, puis ça demeure une priorité pour cette année. Il y a 575 municipalités qui sont touchées par ça. Le deuxième point, c'est le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Il faut que le ministre, dans une politique de souveraineté alimentaire, s'assure que l'eau en zone agricole est priorisée pour l'agriculture. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et il nous faut obtenir cette priorisation-là maintenant, avant qu'on soit trop nombreux à se compétitionner pour cette eau-là. Aujourd'hui, dans le projet de règlement qui a été déposé, un producteur qui prélève plus de 75 mètres cubes d'eau une journée dans l'année est traité de la même façon qu'une multinationale qui exploiterait éventuellement des gaz de schiste. C'est le même traitement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas acceptable. La priorité de l'eau à l'agriculture en zone agricole et des compensations pour les producteurs dont on limite l'usage de leurs terres pour protéger des aires de captage pour des réseaux municipaux.
C'est les deux choses qu'on a demandées sur le RPEP. Et l'autre chose, c'est les sanctions administratives pénales. C'est un régime qui ne fait aucun sens. On va pénaliser des producteurs pour des fautes administratives avec des pénalités exorbitantes qui sont à peu près pas applicables. Juste une entreprise qui est en compagnie, dont le statut, c'est une compagnie, et dont le registre d'épandage ne serait pas à jour, peut encourir des pénalités, si je ne me trompe pas, jusqu'à 600 000 $. Moi, le message que j'ai au gouvernement, c'est le suivant. Au lieu d'attaquer les producteurs, attaquez-vous avec nous autres aux problèmes environnementaux. Attaquer les producteurs, ça ne donne rien. C'est contre-productif. Les inspecteurs vont être dans nos bureaux à vérifier si les mesures administratives ont été complétées plutôt que d'être dans le champ avec nous autres pour nous conseiller sur les bonnes pratiques. C'est mal investir le temps de ces gens-là, puis c'est contre-productif au niveau de la ferme. Alors, dans le dossier de l'environnement, on avait développé une belle relation il y a quelques années avec le ministère de l'Environnement à travers un comité une table de travail. C'est cette table de travail-là qu'il faut remettre en place avec le MAPAC pour s'assurer qu'on continue de travailler positivement dans le dossier de l'environnement à améliorer les pratiques pour la pérennité du secteur et le développement durable. Et s'assurer surtout que les mesures qu'on va exiger ne viennent pas nous rendre non compétitifs sur les marchés. Parce que ça, c'est l'autre règle, là. Si on nous impose des mesures qui nous rendent non compétitifs, bien qu'on les supporte, qu'on ne nous demande pas, nous, d'être en compétition avec les trésors du gouvernement européen ou des autres pays. En terminant, un dernier mot sur la modernisation de l'UPA. Vous savez, on a fait un bon travail là-dedans. On a réussi, après 3 ans, à terminer de moderniser la structure. Puis, juste à voir la façon, les prix Raymond qui ont été distribués, Jean-Paul Raymond qui ont été distribués aujourd'hui, c'est quand même intéressant de voir les travaux qui sont faits par chacun de nos secteurs, dans chacune de nos régions, pour le bien collectif. Vous savez, moi, j'ai beaucoup cru en cette modernisation-là. Puis, pour moi, une organisation, je vois ça en 3. Il y a 3 paliers dans une organisation. Il y a les membres, il y a les élus et il y a l'organisation. Et quelquefois, le défi, c'est de faire avancer tout ce monde-là, incluant les structures, au même rythme. Parce que les membres, individuellement, il peut aller plus vite, lui. Il y a peut-être des aspirations, il s'est peut-être donné des moyens, il y a peut-être le goût de bouger plus vite. Les élus, bien, ils ont des mandats, des fois des mandats très serrés, des mandats de protéger, des mandats de défendre. Puis l'organisation, bien, qui est représentée par ses élus, elle aussi, souvent, c'est plus la défense du patrimoine que prendre des risques ou faire ci ou faire ça. Donc, de synchroniser le développement de ces 3 paliers-là, c'est un défi constant et continuel. Lorsqu'on a procédé à la modernisation, moi, je pense qu'on était à un niveau où il fallait que l'organisation rejoigne les membres, se donner une organisation plus souple qui correspond davantage au territoire administratif maintenant de nos entités politiques. C'était là, il fallait le faire maintenant. On s'est donné ça. Là, on voit que les élus, je regarde les mandats qui sont réalisés. J'étais cette année dans le MRC du Haut-Richelieu, Jacques Bisaillon, qui est le président, la Chambre de commerce, ont créé un comité agroalimentaire. Ça a été l'événement le plus important de la Chambre de commerce cette année, dans ce coin-là. Mais c'est le syndicat local qui était derrière ça. Le syndicat local de la MRC, maintenant, du Haut-Richelieu. Je regarde ce que Lynn Girard a fait à Lac-Mégantic avec son syndicat suite à la tragédie là-bas. Bien, encore une fois, les élus de l'UPA régionaux se sont pris en main, puis ont mobilisé le secteur, puis ont réalisé cette activité-là.
Je regarde la Fédération des producteurs de bovins qui a tenu un forum sur l'avenir de la production bovine avec les distributeurs et tout. Bon, c'est ces éléments-là. L'organisation, il faut qu'elle soit au diapason des membres si elle veut répondre à leurs attentes. Et on a une responsabilité en tant qu'élu parce qu'on est l'intervenant entre l'organisation et le membre. Et l'objectif qu'on s'est donné, suite à la modernisation, c'est d'aller à la rencontre des membres, dans tous nos territoires, dans toutes nos spécialités. Aujourd'hui, quand on fait une réunion, je veux dire, c'est pas... Les producteurs ont d'autres occasions pour faire du social que d'aller à une réunion de l'UPA. Vous le savez tout ça. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils ont énormément d'informations. On a tous des sites web dans chacune de nos spécialités. On a le journal et d'autres qui donnent de l'information. On a nos magazines spécialisés. On a la Petite Terre maintenant en région. Il y en a de l'information qui rentre chez chacun de nos membres. Donc, de ne pas le voir à une réunion, ce n'est pas nécessairement dramatique. Mais il est nécessaire, dans la prochaine année, c'est ce qu'on vise d'ici 2015, que chacun d'eux soit rencontré pour qu'il nous partage son point de vue sur l'organisation, donc qu'on l'écoute, qu'on prenne la mesure de ses commentaires, positifs et négatifs, qu'on établisse un contact et qu'après ça, qu'on le maintienne, ce contact-là. Le défi de la modernisation de l'Union, là, il est encore davantage là que dans la modernisation de la structure. On a modernisé la structure, c'était la première étape. Mais le vrai défi maintenant, c'est de moderniser l'organisation. Et ça va tous nous interpeller. Et je suis sûr qu'une fois qu'on aura réalisé cette seconde étape-là, on aura une organisation qui est encore plus forte et plus apte à représenter et à parler au nom de tous les producteurs. Donc, je sais que ça va être exigeant pour chacun des élus. On va se donner des moyens de le faire, on va se donner le temps de le faire aussi, mais je sais aussi que ça va être motivant de faire cet exercice-là, d'aller à la rencontre de tous les producteurs. Alors, en terminant, j'aimerais féliciter Pierre pour son élection également. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui aussi. Vous savez, Pierre est un caractère fort. Alors, ça fait des bonnes discussions des fois. C'est apprécié. Moi, j'aime ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis, la façon dont on a partagé les dossiers aussi fait en sorte que je pense qu'on est capable, à travers cette équipe-là, d'avoir une bonne présence, par exemple, à la fois à la financière et à la fois au MAPAC, d'avoir des stratégies également qui se complètent et qui se combinent. Donc, merci Pierre. Dans des dossiers comme la main-d'œuvre, Pierre travaille énormément aussi, donc sans faire toute l'élaboration des dossiers desquels il s'occupe. Puis ça, c'est vrai que moi, je n'ai pas de problème, je fais confiance. J'ai pas... et ça va bien, et je suis content des résultats qu'on a obtenus dans plusieurs de ces dossiers-là. En terminant aussi, j'ai parlé ce matin de ceux qui quittaient, pour qui c'était le dernier congrès. Alors, Denis vit sans doute des moments assez émouvants parce que pour lui, c'est un dernier congrès en tant que vice-président. Peut-être pas un dernier congrès en tant que producteur agricole parce qu'il va continuer en tant que producteur agricole. Mais je pense qu'au nom de tous les producteurs, j'aimerais te remercier, Denis, des nombreuses années que tu as consacrées à l'UPA. On le dit souvent, lorsqu'on est impliqué dans l'UPA, on donne, mais on reçoit beaucoup aussi. Parce qu'on va chercher pour nos entreprises et pour nous-mêmes, on va chercher beaucoup qu'on n'aurait pas, qu'on n'obtiendrait pas sans se déplacer, sans s'investir comme on le fait. Alors, c'est un partage qui est intéressant et qui fait qu'on reste aussi et qu'on continue à s'impliquer. Alors, Denis, merci beaucoup pour toutes ces années-là. Puis,
Alors, je te souhaite dans tes nouvelles aventures, tu es un gars d'aventure, alors de tout ordre. C'est ça. Guylaine me dit avec Francine. Alors, non, mais de tout ordre, Denis, parce que Denis, c'est un gars curieux. Curieux de tout. Il veut savoir. Il lit tous ses dossiers d'une page à l'autre. Il se prépare quand il fait quelque chose. Alors, je sais qu'il va continuer à être quelqu'un de très actif dans la vie, puis je suis sûr qu'il va continuer de s'impliquer à d'autres niveaux. Alors, merci beaucoup pour toutes ces années avec l'Union et bonne chance dans tes futurs projets, Denis. Merci. Maintenant, un mot pour Martin qui joint l'équipe. Je ne sais pas où est Martin. Là, il est là, Martin. Alors, bienvenue, Martin. Puis, comme tu l'as mentionné un peu, on va avoir un premier travail de partage des dossiers, mais sois assuré que, et moi et Pierre, on va te faire une place, mais surtout, on va te surveiller. Alors, alors sur ça, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire en atelier. Il y a beaucoup de travail à faire en atelier. Je vous remercie du temps que vous consacrez à l'organisation. Je vous remercie au nom des producteurs pour les défis que vous avez à relever déjà dans les prochaines semaines sur les différents dossiers qui vous occupent. Et je vous souhaite de bonnes délibérations en atelier. Alors, bon congrès. J'aimerais peut-être vous dire quelques mots en terminant, suite à la présentation de Marcel, pour savoir jusqu'à quel point nous...